René Guénon, Psychologie, chapitre 29, la liberté. Il importe, lorsqu'on aborde la question de la liberté, de bien distinguer avant tout les différents sens de ce mot et de préciser que la liberté dont nous allons parler, qu'on appelle aussi le libre arbitre, est essentiellement le pouvoir de vouloir, c'est-à-dire de se déterminer sans l'impulsion d'aucune force étrangère à la volonté elle-même. Il ne faut pas confondre le libre arbitre, ainsi entendu, avec ce qu'on peut appeler la liberté physique, c'est-à-dire le pouvoir de faire ce que l'on veut, qui est seulement la condition de l'exercice extérieur du libre arbitre, et qui peut être supprimé sans que le pouvoir de détermination lui-même en soit aucunement affecté. La liberté civile est le pouvoir de faire, sans être gêné par les autres, ce que l'on veut, à la condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts des autres. Elle est une forme de la liberté physique et on peut dire qu'elle est l'usage du libre arbitre garanti par la Constitution sociale. La liberté politique est le pouvoir d'influer dans une mesure, plus ou moins étendue sur la constitution de la société dans laquelle on vit. Elle est, au moins théoriquement, la garantie de la liberté civile. Enfin, on donne parfois le nom de liberté morale à l'état d'un homme qui n'aurait plus à lutter contre les passions. Cet état a été regardé par les stoïciens et aussi par Spinoza comme constituant le véritable idéal moral. Ces distinctions préliminaires étant établies, nous allons examiner successivement les principaux arguments pour ou contre la liberté, entendus maintenant exclusivement au sens de libre arbitre. Les premières preuves en faveur de la liberté sont les preuves tirées de la conscience. Ceux qui admettent l'existence de ces preuves peuvent se réclamer de l'autorité de Descartes et de Leibniz, d'après lesquels l'esprit humain saisirait immédiatement sa propre liberté. Cet argument est facilement réfutable, car à moins que l'on ne confonde le pouvoir de faire ce qu'on veut avec le pouvoir de vouloir, il est évident que la conscience psychologique peut bien saisir la croyance à la liberté, mais non la liberté elle-même. Du reste, pour qu'il en fût autrement, il faudrait que l'âme humaine eut l'intuition immédiate de sa propre nature, ce qui n'est pas, et qui est d'ailleurs une impossibilité métaphysique. Pour rester dans le domaine psychologique, nous ajouterons simplement ceci. Avant l'acte, on ne peut pas avoir conscience qu'il sera libre, car il n'y a pas de conscience du futur comme tel. Pendant qu'il s'accomplit, la conscience de la liberté serait la conscience de pouvoir faire autre chose que ce qu'on fait, et une telle conscience est impossible. Enfin, après l'acte, on ne peut plus avoir conscience d'avoir pu faire autre chose que ce qu'on a fait. D'ailleurs, s'il n'y a pas de conscience de la liberté, il n'y a pas davantage de conscience de son contraire, c'est-à-dire de la nécessité. Avant l'acte, il n'y a pas de conscience qu'il s'accomplira nécessairement. Pendant qu'il s'accomplit, si le désir qui porte à son accomplissement est un objet de conscience, la fatalité de ce désir ne peut pas l'être. Après l'acte, on constate et on se souvient que le désir a fini par être très fort, mais on n'a aucune preuve qu'on n'est pas soi-même l'auteur de sa force. La conscience est donc incapable par elle-même de faire connaître si l'on doit admettre la liberté ou ne pas l'admettre. Spinoza prétend que notre croyance à la liberté est une illusion qui vient uniquement de ce que nous ignorons les motifs qui nous portent à agir et par lesquels nous sommes déterminés. Mais comme le fait remarquer M. Boutroux, si nous ignorons ces motifs, rien ne nous autorise à dire que si nous les connaissions, ils pourraient tout expliquer. Bayle raisonne à peu près de la même façon que Spinoza lorsqu'il suppose une girouette que le vent pousserait toujours précisément du côté où elle désire aller et qui conclurait à sa liberté. De plus, on voit très nettement ici qu'il confond le pouvoir de faire ce qu'on veut avec le pouvoir de vouloir. En somme, si on ne peut pas argumenter valablement pour ou contre la liberté en invoquant la conscience, on ne peut pas davantage le faire en se servant de ce qui manque à la conscience. Monsieur Fouillé croit prouver la liberté en disant que les idées sont des forces et que ces forces agissent par attrait, donc tout autrement que les forces physiques, dont l'action se traduit par des mouvements ou des chocs. Mais en réalité,
Si différent que soit l'attrait et l'impulsion, l'un peut tout aussi bien que l'autre rentrer dans une doctrine déterministe, car il ne faut pas confondre déterminisme et mécanisme. Tout déterminisme n'est pas forcément mécaniste. Il peut même y avoir inversement des théories mécanistes qui admettent la liberté, et nous en avons un exemple dans l'épicurisme. Monsieur Fouillé, tout en croyant exclure le déterminisme, ne l'exclut pas vraiment. Et il est assurément insuffisant de dire, comme il le fait encore, que la croyance à la liberté, en agissant comme une sorte de suggestion, finit par devenir équivalente à la liberté véritable. Un autre argument très faible est celui qui consiste à faire remarquer que nous sommes gouvernés à la fois par des mobiles, qui sont d'ordre sentimental, et des mobiles d'ordre intellectuel, et à dire que les mobiles et les motifs sont trop différents pour entrer en lutte directement, de sorte qu'il y aurait place pour un troisième agent intermédiaire et se décidant pour les uns ou pour les autres agents, qui serait la liberté. Si hétérogènes que soient réellement les mobiles et les motifs, ils n'en sont pas moins les uns et les autres des faits psychologiques, et il doit y avoir des combinaisons entre eux. La complexité des phénomènes est telle que les motifs ne sont jamais sans quelques mobiles et inversement. D'ailleurs, d'après ce que nous avons dit précédemment, si on considère la délibération comme étant surtout une lutte entre des idées, cela même suppose que ces idées sont accompagnées de sentiments. Par conséquent, on ne peut jamais envisager, si ce n'est tout à fait artificiellement, les mobiles et les motifs comme agissant d'une façon tout à fait séparée. Pour ce qui est de l'argumentation tirée des promesses, menaces, contrats, peines, récompenses, les déterministes disent par exemple que si l'homme se lie par des promesses, c'est qu'il n'a pas confiance dans sa liberté, car le fait d'avoir promis le forcera à accomplir ce qu'il a promis. Les libertistes de leur côté disent que si on enchaînera sa liberté, c'est une preuve qu'on y croit. D'abord, la question n'est pas de savoir si l'homme croit à sa liberté, mais c'est de savoir s'il possède effectivement la liberté. De plus, ce sont là des arguments qu'on peut utiliser dans un sens aussi bien que dans l'autre, et cela montre suffisamment leur peu de valeur. On peut en dire autant de l'argument des statistiques. Les déterministes disent que si les chiffres varient peu, cela prouve que dans les mêmes circonstances, les hommes font toujours les mêmes actions, donc que ces actions sont déterminées par les circonstances. Les libertistes, et notamment Renouvier, répondent en invoquant le calcul des probabilités, d'après lequel les chiffres devraient au contraire varier dans des grandes proportions, s'ils n'étaient pas maintenus à peu près constants par l'intervention d'un facteur inconnu qui serait précisément la liberté. Nous ajouterons qu'il y a souvent des statistiques qui sont à peu près impossibles ou qui sont du moins fort peu précises, et que d'ailleurs d'une façon générale les statistiques ne prouvent pas grand-chose, malgré les prétentions des économistes et de la plupart des sociologues, qui s'efforcent d'en tirer des lois plus ou moins illusoires. Tous les arguments que nous venons d'exposer sont d'ordre psychologique et aucun d'eux ne nous permet de conclure pour ou contre la liberté, ce qui montre qu'au fond cette question de la liberté n'est pas une question psychologique. Nous avons trouvé tout au plus dans le phénomène de l'inhibition l'indication d'une possibilité en faveur de la liberté. La seule chose que nous puissions dire en nous tenant à ce point de vue, c'est donc que si nous rencontrons par ailleurs des preuves de la liberté, il n'y a rien dans les résultats de la psychologie qui nous empêche de les admettre. Mais du reste, si ce sont des preuves véritables, elles doivent être suffisantes par elles-mêmes, et si elles étaient en contradiction avec certaines conclusions de la psychologie ou de quelque autre science, cela prouverait simplement la fausseté de ces conclusions. Si nous voulions rester strictement dans le domaine psychologique, nous devrions nous en tenir là, mais pour n'avoir pas à revenir ailleurs sur cette question de la liberté, nous examinerons maintenant des arguments d'un autre ordre et tout d'abord des arguments plus proprement scientifiques, en prenant ce mot dans son acception ordinaire. Les déterministes, prétendant parler au nom de la raison, disent qu'il ne peut pas y avoir des contingences dans la nature, donc pas de liberté. Parce que s'il y en avait, la science certaine ne serait pas possible. Sans doute, si la liberté existe, la science et les prévisions qu'elle permet ne peuvent pas être entièrement certaines, mais rien ne prouve qu'elles doivent l'être. Et ce n'est pas là l'expression d'un principe de la raison, mais seulement une affirmation toute gratuite.
Il suffit même que le domaine des sciences de fait soit éminemment relatif, comme il l'est en effet, pour qu'il ne puisse pas y être question de certitude absolue. D'ailleurs, même en admettant le déterminisme, la prévision ne serait pas toujours certaine pour cela, car la science peut être en défaut dans bien des cas. D'autre part, si l'homme est libre, il peut se servir de sa liberté pour utiliser les lois des choses sans qu'il y ait rien de changé à ces lois, par le fait que c'est librement qu'il les utilise. Les déterministes disent encore que si nous étions libres, la liberté devant agir sur l'organisme troublerait le déterminisme physiologique et créerait une force physique nouvelle, ce qui serait contraire au principe de la conservation de l'énergie. D'après certains libertistes, cette action pourrait s'exercer sans création d'une force nouvelle, l'esprit agissant seulement pour changer la direction des forces déjà existantes. D'autres font remarquer que, comme il y a dans les sciences certaines solutions indéterminées, il doit y avoir aussi des états d'indifférence, et que quand plusieurs solutions possibles se présentent, il y a place pour une détermination venant de la liberté. Au fond, toutes ces discussions sont assez vaines. D'abord parce que la question de l'action de l'esprit sur la matière ne se pose pas de cette façon, ne se pose de cette façon que dans une conception plus ou moins voisine du dualisme cartésien, que rien ne nous oblige à admettre. Et ensuite parce que le soi-disant principe de la conservation de l'énergie, qui est invoqué ici, n'est pas un principe de la raison, mais seulement une loi physique, relative comme toutes les lois physiques, et qui peut n'être rigoureusement vraie qu'à la condition d'en généraliser l'énoncé et de y faire entrer sous le nom d'énergie autre chose encore que les forces physiques. Remarquons d'ailleurs que ce n'est plus dans le domaine scientifique qu'il faudrait se placer alors, car ce n'est qu'au point de vue métaphysique que nous pouvons affirmer que rien de ce qui est ne peut cesser d'être. Mais une transformation ou un changement d'état n'est pas un anéantissement, et le monde physique dans son ensemble ne représentant qu'un certain état d'existence, il doit être possible de passer de cet état à un autre, bien que ce passage échappe évidemment aux moyens restreints d'investigation dont disposent les sciences expérimentales, constituées uniquement en vue d'étudier un domaine nettement défini et délimité. Cette remarque sur les limites dans lesquelles les sciences physiques sont valables nous ramène d'ailleurs à la question de la liberté, car cette question est aussi une des celles qui, par leur nature même, dépassent la portée de ces sciences et qu'elles ne sauraient résoudre en aucune façon. Nous ne devons donc pas être surpris que les arguments qu'on a voulu tirer des sciences physiques ne nous fournissent aucune conclusion dans un sens ou dans l'autre. Et comme nous avons vu précédemment qu'il en est de même des arguments psychologiques, nous pouvons dire maintenant d'une façon tout à fait générale que la question de la liberté n'est pas du ressort des sciences de fait. Avant de poser la question sur son véritable terrain, il nous reste encore à parler d'un argument d'ordre moral, que Kant a été le premier à formuler lorsqu'il a prétendu trouver dans l'idée du devoir l'élément d'une démonstration de la liberté. Schiller a formulé brièvement la pensée de Kant sur ce point. Ouvrez les guillemets, « Tu dois, donc tu peux ». Fermez les guillemets. Sans doute, sans la liberté, il ne saurait y avoir de responsabilité. Et l'idée du devoir ou de l'obligation implique manifestement celle de la responsabilité. On peut donc dire qu'elle postule la croyance à la liberté, mais rien ne nous autorise à aller plus loin, et il se peut que cette croyance soit illusoire. S'il était démontré par ailleurs qu'elle l'est, il faudrait bien s'incliner, même si cette démonstration devait avoir pour effet de rendre la morale impossible. Kant, qui tenait avant tout à fonder la morale, n'aurait pas pu admettre qu'il en fût ainsi. Mais si l'on se place en dehors de cette préoccupation spéciale qui était la sienne, et si l'on examine les choses avec impartialité, sa prétendue preuve morale de la liberté n'apparaît plus que comme un argument purement sentimental, qui ne prouve rien, et qui surtout ne saurait prévaloir contre la vérité. Ce dernier argument étant écarté comme les autres, il semble que nous puissions enfin nous placer au point de vue métaphysique, le seul où la question de la liberté puisse recevoir une solution.
Cependant, nous rencontrons encore des arguments plus théologiques que métaphysiques contre la liberté, qu'on a niés parfois au nom de la toute-science, de la toute-puissance et de la bonté de Dieu. Ainsi, on dit que nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que Dieu sait que nous ferons. Il est absurde de poser la question de cette façon, et même de parler de préscience divine, comme on le fait d'ordinaire, car ce n'est pas en tant que futur que Dieu connaît ce qui est le futur pour nous. Il n'y a pas de futur pour lui non plus que de passé, puisqu'il n'est pas soumis au temps. Et ceux qui en font l'objection que nous venons d'indiquer prouvent simplement par là qu'ils n'ont aucune notion de l'éternité. Pour ce qui est de la toute-puissance, c'est une étrange façon de la concevoir que de croire que c'est Dieu qui fait tout ce que nous faisons. D'ailleurs, il suffit évidemment que l'existence d'être libre soit une possibilité pour qu'elle doive être comprise dans la toute-puissance divine. Quant à une prétendue opposition entre notre liberté et la bonté de Dieu, elle ne relève que de l'ordre moral et sentimental, et elle n'a métaphysiquement aucun sens. Toutes ces difficultés ne sont en somme que le résultat d'une confusion entre le point de vue métaphysique et le point de vue théologique. Confusion dont il y a d'ailleurs bien d'autres exemples, et plus généralement, toutes les difficultés relatives à la liberté viennent, comme pour beaucoup d'autres questions, uniquement de ce que ces questions sont mal posées. Métaphysiquement, la question est des plus simples. Il faut partir de l'idée de l'être, avec un grand E, auquel appartiennent les attributs d'unité et de simplicité. Comme disaient les scolastiques, esse et unum convertuntur. Là où il y a unité et simplicité, il y a nécessairement absence de toute contrainte, car une contrainte ne peut provenir que de la présence d'une multiplicité dont les éléments agissent les uns sur les autres. Or, l'absence de contrainte est précisément ce par quoi se définit la liberté. Si maintenant nous considérons les êtres, ils sont des participations de l'être, avec un grand E. C'est-à-dire que chacun d'eux possède dans une certaine mesure et d'une façon relative les attributs qui appartiennent absolument à l'être, avec un grand E. Ainsi, tous les êtres doivent participer de la liberté qui appartient à l'être, et cela dans la mesure où il participe de son unité et de sa simplicité, puisque la liberté en est une conséquence. C'est là la seule preuve valable de la liberté. Mais cette preuve est pleinement suffisante et on voit de plus qu'elle s'applique à tous les êtres. Par conséquent, la liberté humaine s'y trouve comprise à titre de simple cas particulier. D'autre part, il importe de remarquer que la liberté des êtres est susceptible d'une indéfinité de degrés, et cela parce que pour un être quelconque, il ne peut être question que de liberté relative, aussi bien que d'unité relative. La multiplicité des êtres exigeant que la liberté de chacun soit limitée par celle des autres. L'unité et la liberté absolue ne peuvent appartenir qu'à l'être universel, principe de tous les êtres particuliers. Ces remarques permettent de résoudre sans peine toutes les difficultés que l'on pourrait opposer à la conception de la liberté ainsi entendue. Mais il ne nous est pas possible d'insister davantage ici sur cette question qui est, nous le répétons, d'ordre métaphysique. Il nous reste à traiter sommairement un dernier point. La liberté en général, et plus spécialement la liberté humaine, doit-elle être conçue comme la liberté d'indifférence, ainsi que le voulait notamment Descartes, ou comme le libre arbitre proprement dit ? La liberté d'indifférence consisterait à agir sans motif, et certains libertistes, en particulier Red, croient la démontrer ainsi. Vous n'avez aucune raison de faire telle action plutôt que telle autre. Si vous choisissez cependant, c'est sans motif, c'est-à-dire librement. Ce raisonnement est fautif, car le cas qu'il suppose ne peut être réalisé. En effet, pour qu'on puisse affirmer qu'il n'y a vraiment aucune raison de faire telle action plutôt que telle autre, il faut que les deux actions considérées ne se distinguent en rien ou qu'elles soient identiques, ce qui revient à dire qu'elles ne sont qu'une seule et même action. Et alors, il n'y a pas à choisir. Dès lors qu'il s'agit de deux actions réellement distinctes,
il peut toujours y avoir une raison capable de décider notre choix. Mais si nous ne nous en rendons pas nettement compte, cette raison peut, dans certains cas, être d'ordre simplement physiologique, comme l'est par exemple le fait qu'un certain mouvement est plus facile à exécuter que d'autres et demande un moindre effort. D'autre part, on considère ordinairement un acte comme d'autant plus libre qu'il est plus réfléchi. Si un homme agit, nous ne dirons pas sans aucun motif, mais sans motif clairement conscient, on le regarde comme un impulsif, et on ne dit pas qu'il est libre, comme on devrait le dire, si on admettait la théorie de Reid. Ainsi, la liberté d'indifférence est impossible, car si nous n'ayons véritablement aucune raison pour nous déterminer, nous ne nous déterminerions jamais. C'est là une application immédiate de ce que Leibniz appelait le principe de raison suffisante, d'après lequel rien n'arrive sans une cause, et dont la valeur, sous cette forme tout au moins, n'est pas sérieusement contestable. Et d'ailleurs, si même cette liberté d'indifférence pouvait exister, elle ne serait pas la véritable liberté.